Voici notre 285e revue de presse compilée par nos chroniqueurs qui ont sélectionné pour vous quelques infos forcément passionnantes. Au sommaire, la réglementation concernant le pilotage de drones change en 2021. On fait le point dès aujourd'hui. Une fuite chez Ledger, vos données dans la nature, ça fait mauvais genre. Séquence coup de vieux, le premier site web a 30 ans. Séquence coup de jeune, Flight Simulator passe en réalité virtuelle. On parlera également de la plus grande cyberattaque de l'histoire ou encore de la volonté européenne de s'équiper d'un cyber bouclier. Le calendrier nous impose un peu, c'est donc un mercredi que nous enregistrons un épisode hebdomadaire qui devrait sentir bon le poulet rôti. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Merci de nous rejoindre dans un nouvel épisode. C'est un petit peu particulier, on a décalé d'un jour, juste de 24 heures, un enregistrement, et du coup, tout se bouscule, tout se bouleverse un petit peu partout. On a des chroniqueurs, forcément, hein, comme chaque semaine, vous vous en doutez. On est également en direct sur Twitch. Tout le monde a appelé sa famille, du coup. Je suis en direct sur Twitch, tu vas pouvoir me regarder, etc. Nous avons à ma droite David qui est en Thaïlande. Salut David. Salut. Thaïlande, 6 heures de plus. De l'autre côté, nous avons Xavier, même heure que chez moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très loin non plus, une quarantaine de kilomètres de Bruxelles. C'est Xavier, salut Xavier. Hello, hello. Et j'annonce tout de suite, on a fait une petite coquille puisque j'ai changé au dernier moment un des sujets que tu as annoncé au début de cette émission. Et on va commencer par un sujet qui touche à Android et on va laisser tomber le bouclier cybersécurité. Bon, comme ça, c'est dit. Donc on n'en parlera pas du bouclier cybersécurité, peut-être une autre fois, qui sait, avec d'autres chroniqueurs, pourquoi pas. On va saluer ceux qui nous ont laissé des commentaires cette semaine un petit peu partout. Il s'agit de Loïc Boquet, Éric Bourdin, Cubignol, Jean-Pierre Fabula, Sébastien Boireau, Natacha, Pierre Laure, Nicolas Saint-Lay, Nikoumouk, Sombre Papa, Xavier Wautier, Renaud Android, Eti Valenpire, JF Didier, et un merci particulier à Jean-Luc LD qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast France. Merci à lui, comme quoi il y a moyen de laisser des messages aussi sur Apple Podcast. Il faut bien chercher le lien, évidemment. On va passer à un épisode un petit peu sympathique parce que... On sonne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la porte. C'est le facteur, il y a beaucoup de paquets qui sont livrés pour le moment. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de titres aussi dans l'image, du coup, au même moment. Mais c'est pas très très grave. Qui est là? Ah bah tiens, on a un petit camarade ici, c'est notre ami Aurélien, qui vient nous dire un petit bonjour. Alors je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà, tout se fait de manière totalement improvisée. Salut Aurélien. Il y a Aurélien qui est coupé en deux par l'image. Je vais essayer de mettre ça, c'est pas mieux. On va le retrouver dans un instant, Aurélien, si ça vous dérange pas. On va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il y a tout qui part en vrille. C'est juste magique. Hop, on va mettre de l'ordre ici, on va mettre de l'ordre là. Ça, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Et on va faire ça aussi. Comme ça, on repart quasiment de zéro. Pouf, voilà. Et dans un instant, on ira retrouver Aurélien. On improvise un petit peu ça. C'est quelques tests supplémentaires. On vous avait dit qu'on vous proposerait prochainement des épisodes un petit peu particuliers où vous pourrez intervenir. On teste un petit peu tout ça avec l'équipe. On va, si vous voulez bien, commencer avec la première lettre de l'abécédaire. Alors du coup, j'espère que j'ai mis la conduite à jour. Je vais juste vérifier ça un petit instant. Je l'ai fait. Toi, tu l'as fait, mais moi, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Je vous avais dit qu'il fallait le préparer, cet épisode, minimum. Voilà, hop, la conduite est à jour de mon côté. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. Et c'est le cas, effectivement. La lettre A comme Android. Je vais te laisser la parole, Xavier. Comme ça, moi, je vais pouvoir régler mes petits problèmes de mon côté pendant que toi, tu parles. Voilà. Voilà. Alors, on connaît tous Google Home et son assistant, mais est-ce que vous connaissez tous Android Things? Alors, on ne parle pas de la société WhiteThings, on parle ici d'Android Things. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça ou qui en a entendu parler, mais sans plus. Et donc, Android Things, en fait, c'est l'OS Google qui a été développé pour l'IoT, donc l'Internet des objets. Seulement, ce projet, il a été tué dans l'œuf puisqu'il est resté au stade de projet, alors que Google voulait développer tout un écosystème pour rendre les objets connectés plus intelligents, plus autonomes. Ce projet avait démarré
démarré sous le nom de Brilio. Mais finalement, c'était juste une version modifiée d'Android et Google laissait les développeurs très libres en termes de configuration utilisée, en termes de fonctionnalités qu'ils pouvaient développer, mais le projet n'a pas rencontré le succès attendu. Et en 2018, Google a apporté une modification qui a permis de scinder 2 catégories d'objets qui sont principalement les écrans intelligents et les enceintes connectées que tout le monde connaît maintenant. Ceci dit, le support sera définitivement supprimé pour ce projet dès le 5 janvier, donc c'est vraiment tout proche et ça a été annoncé tout récemment, ce qui veut dire que plus aucun nouveau projet ne sera accepté à partir du 5 janvier et que 1 an après, tous les projets, mais aussi toutes les données qui y sont liées seront supprimées et Google Things va finalement rejoindre le cimetière des solutions Google après 5 ans d'existence avec beaucoup d'autres projets qu'on a pu déjà tester ou pas, puisqu'ils n'ont pas connu le succès ou la rentabilité attendue. Ça en fait des choses, effectivement. Je pense même qu'il existe un site qui recense, j'ai oublié son adresse, et si on la retrouve, on la mettra évidemment dans la conduite. Donc en description de cette vidéo sur notre site, lestechno.be ou sur YouTube, on met toutes nos sources, hein, vous le savez, on partage avec vous les différentes sources qui nous ont servi à compiler chaque épisode. Si on retrouve l'adresse, on la mettra évidemment, ou si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, de ce site qui recense tout ce qui a été fermé par Google depuis le début. Alors les défenseurs de Google vous diront que oui, c'est plutôt sain de pouvoir faire le ménage de temps en temps et de pouvoir accepter entre guillemets la défaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce qu'en pense David par exemple. Est-ce que c'est bien de fermer des fonctionnalités qui ne fonctionnent moins bien ou qui sont moins intéressantes? Je dirais il n'y a pas vraiment le choix. Google a démarré tellement de projets différents, tout ne peut pas marcher. Et à un certain moment, il faut faire des choix, quoi, économiquement, question manpower. Et c'est ça qu'ils en viennent. Et parfois, on se pose la question, parce que parfois, ce sont des projets qui après réapparaissent sous d'autres noms. Il y a ça, il y a aussi il y a des choses qui existent chez Google et qu'on oublie au fur et à mesure parce qu'on s'en sert moins nous, mais encore quelques personnes qui s'en servent. Je pense à Feedburner par exemple. Feedburner existe toujours en tant que podcasteur. Les podcasteurs l'utilisaient très fréquemment parce que c'est en même temps un formidable buffer de flux RSS quelque part. Mais on s'attend à ce qu'il le ferme d'un instant à l'autre. Mais ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'on va le fermer d'un instant à l'autre. En tout cas, ils l'ont plus fait évoluer, je pense, depuis 6 ou 7 ans, il n'y a eu plus une seule mise à jour sur les fonctionnalités de Feedburner, donc on s'attend de plus en plus, enfin c'est imminent, c'est tout le temps imminent. Et alors il y a des choses qui semblent plus utiles, ou plus utilisées en tout cas, et qui finissent par disparaître. C'est un peu tristoun, mais voilà. Si vous êtes impacté par cette modification dans le catalogue Google, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on s'en fera l'écho. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait un truc à rajouter, non? Donc on peut refaire une tentative. Si vous voulez bien. C'est que la semaine dernière, Google a disparu au complet, en fait. Oui, c'est vrai que c'était un changement de fonctionnalité assez... Là, ça a perturbé du monde. Du coup, là, on a compris à quoi servait Google. Test. Il voulait voir ce qui se passerait s'il disparaissait, mais... Est-ce que ça va inquiéter quelqu'un? C'est le genre petite crise d'identité. Allez. Ah ben voilà. Là, ça sonne, oui, c'est comme ça que ça doit se passer, et normalement, là, on doit accueillir un invité qui, bon, là, il n'y a plus de surprise, c'est Aurélien qui doit activer son micro. Alors, pour activer ton micro, Aurélien, tu dois avoir un bouton quelque part, soit, je ne sais pas si tu es sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, mais je sais qu'il y a un endroit où il faut activer le micro. Je ne sais pas le faire à ta place. Voilà, c'est fait. Salut Aurélien. Voilà, mais je suis descendu à la cave pour le faire. Salut. Voilà, on fait un petit test avec. C'est ça. On fait un petit test avec Zoom, voilà. Et le jour où peut-être vous participerez à un épisode ou une émission spéciale des technos, vous passerez par cette salle d'attente qu'est Zoom, et c'est l'occasion comme ça de tester avec en temps réel avec ici Aurélien qui termine tout doucement son année. Aurélien. Oui. Oui, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Année qui aurait été très riche en techno. On va parler de toutes les technologies qui ont pu être mises en œuvre pour ce virus qui nous lâche pas. On va pas en parler. Il y a beaucoup de choses.
pardon, Xavier en avait parlé. Les makers ont aussi pu s'en donner à cœur joie pour fabriquer des masques. Donc, c'était assez riche cette année quand même. C'était très riche, effectivement. Et je l'avais d'ailleurs dit dans le dernier off. J'ai décidément très perturbé moi aujourd'hui. Dans le dernier off, j'en ai touché un mot. Si vous écoutez ce petit podcast qui vient en marge du gros podcast que nous faisons aujourd'hui, j'avais évoqué effectivement notre manière de fonctionner avec les technos. Finalement, ça nous a pas tellement perturbé nous parce que dans notre mode de fonctionnement, on a toujours fonctionné ou quasiment toujours fonctionné à distance, à part une courte période où Xavier habitait au bout de la rue, donc c'était un peu bête de le faire via webcam si vous voulez, mais malgré tout ça fait 7 saisons qu'on est là et ça fait 7 saisons qu'il y a des gens qui interviennent par Skype ou par d'autres moyens dans nos épisodes. Et puis effectivement en termes de contenu cette année a été relativement riche finalement, ce qui nous a permis de continuer durant l'été d'ailleurs, hein, ce qu'on n'avait jamais fait les années précédentes. On a continué à faire des épisodes toutes les 2 semaines, mais il y avait de quoi dire, de quoi faire durant l'été également, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Et donc effectivement il y a tout ce qui a été mis en place par rapport à cette année virus. Tu fais bien de le rappeler, Aurélien. Bon bah écoute, de bons réveillons, et puis on va se dire une bonne année d'ores et déjà, on va se dire à l'année prochaine. Tout à fait. Eh ben, bon réveillon, bonne fête à tous. Restez bien prudents et on se retrouvera en 2021 pour une nouvelle fois parler des technologies et de tout ce qui nous passionne. Oui, Salut Aurélien. On parle pas que de technologie, effectivement, on parle aussi des fois de cuisine, par exemple, mais pas que. Merci Aurélien, à très bientôt, salut. Merci, à bientôt. Ciao. Et on attaque la lettre D. D comme drone. Il va se passer des choses aussi côté drone. Tu l'avais un petit peu évoqué, me semble-t-il, David, dans un hors-série consacré justement au drone. Tu avais évoqué ce changement de réglementation, de législation à l'échelle européenne, même je pense, qui va impacter les pilotes de drone à partir de l'année prochaine. Yes. Xavier est tout content. En fait, c'est une réglementation qui était originellement prévue pour entrer en application le 1er juillet. Et en raison du Covid, ça a été reporté au 31 décembre 2020. D'accord. Je ne sais pas pourquoi 31 décembre et pas 1er janvier, mais bon, c'est 31 décembre. Donc en fait, jusqu'à présent, chaque pays de l'Union européenne avait ses propres réglementations en question de drones. Réglementations qui étaient très différentes d'un pays à l'autre, et l'Union européenne a décidé de mettre en place une réglementation uniformisée qui va s'appliquer à tous les pays d'Europe, et où les différentes licences, les enregistrements seront valides dans tous les pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse et je pense 1 ou 2 autres pays qui font pas partie de l'Union européenne mais qui sont contigus. Maintenant, certaines variations vont toujours exister pays par pays. Et une grosse différence, c'est que dans le passé, les différentes catégories de drones étaient déterminées selon la finalité, qui est soit récréatif, sportif ou commercial. Et maintenant, ça va devenir, ça va être catégorisé en fonction du risque que le drone porte à l'environnement et à son entourage. D'accord. Pour ne pas rentrer trop dans le détail, parce que la réglementation est assez complexe, assez compliquée, pour dire en quelques mots ce qui concerne le commun des mortels, les professionnels, ça vous allez chercher l'information. À partir de 2021, donc, les drones de construction privée, donc ceux qu'on fabrique soi-même, seront limités à 250 grammes, sans nécessité d'avoir d'enregistrement de l'exploitant et sans avoir d'examen ou de licence à passer au niveau de la DGTA, donc la Direction générale du trafic aérien. Excepté si le drone contient une caméra ou un dispositif qui permet
d'enregistrer des données qui pourraient être considérées comme étant personnelles. Dans quel cas, il faut malgré tout avoir une licence. Okay. Pour ce qui est des drones de plus de 250 grammes, ça va nécessiter d'avoir un enregistrement de l'exploitant, de faire une formation en ligne, de faire un examen en ligne, et ça va être des drones qui devront être certifiés. Donc ça devrait être des drones commerciaux qui devront avoir une certification. Et les drones qui aujourd'hui n'ont pas ces certifications, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun qui sont certifiés, forcément, il y a une période de transition qui va aller jusqu'au 1er janvier 2023. Et ces drones qui sont non certifiés seront limités à 500 grammes. Ok. Et à partir de 2023, ben voilà, ça sera fini. Au niveau du poids, parce que ça ne dit pas grand-chose aux néophytes que je suis, je vais peut-être me tourner vers Xavier qui a un peu l'habitude des drones commerciaux, on va dire, hein, DJI entre autres. 500 grammes, ça te parle? Quel est le poids moyen d'un drone commercial, si j'ose dire? En fait, ça dépend. Hein. Donc chez DJI, ils ont des drones qui sont en dessous des 900 grammes, plus ou moins. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais donc c'est plus ou moins 900 grammes, qui était justement dans le but de répondre déjà à cette législation qui est mise en place et qui était déjà en partie existante, par exemple en Belgique. Mais ils ont tendance à avoir des drones maintenant qui sont même en dessous des 500 grammes. Et c'est d'une part parce que c'est plus facile à transporter, mais d'autre part aussi en vue de répondre à toutes ces mesures. Ils essayent, DJI, je pense, fait du lobbying assez fort, et ils suivent de près toute cette législation puisque ça les impacte directement. Et donc, ils font en sorte d'être toujours juste en dessous des limites imposées, quoi. Donc par exemple, voilà, mon drone qui était le Mavic Pro première version était juste en dessous de la limite un peu moins d'1 kilo pour pouvoir voler sans licence particulière à cette époque. Mais qui dit normes, du coup, forcément, les fabricants vont s'adapter à ces normes et faire des propositions qui vont rentrer dans les trous. Voilà. Après, il faut voir si on peut faire un bon drone à moins de 400 grammes. Mais ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Si c'est du hobby, etc., c'est faisable. Mais maintenant, ils commencent vraiment à faire des drones qui sont très légers. La miniaturisation est là. On voit les drones actuels de DJI. Par exemple, je prends le R2. Il a des spécificités qui sont vraiment très très intéressantes par rapport à la première version du Mavic Pro qui est beaucoup plus grand et plus lourd, quoi. Donc ça évolue. Mais donc je voulais aussi revenir sur la législation. C'est vrai que comme l'a dit David, c'est un peu pour uniformiser la réglementation au niveau européen, et c'est une bonne chose. Il y a des pays qui vont perdre un petit peu à ce niveau-là pour les hobbyistes en tout cas, mais d'autres comme nous en Belgique qui vont pouvoir y trouver un certain avantage, puisque un exemple concret, c'est qu'avant cette législation, si on voulait voler sans licence avec un drone en Belgique sur terrain privé, on ne pouvait pas voler au-delà de 10 mètres. Alors 10 mètres, vous savez tous ce que c'est en gros, on peut pas dépasser le toit de sa maison, et l'intérêt est vite limité. En allant en France, pendant les vacances, eh bien, sans enregistrer son drone à l'époque, il a fallu par la suite, mais on pouvait voler déjà à 90 mètres. Et ça, c'est déjà beaucoup plus sympathique pour quelqu'un qui fait juste qui en fait juste son hobby. C'est vraiment très sympa, et il reste du bon sens, pas commencer à surveiller ses voisins, ce genre de choses. Oui. Mais donc voilà, on va y gagner, en tout cas en Belgique, sur certains plans, mais la sécurité reste une des priorités, évidemment. David, pour le FPV, qui est ta formule du drone dont tu nous avais parlé la dernière fois, ça t'arrange? Je ne suis pas en Belgique, donc... Non, mais ça t'arrangerait si tu étais en Belgique? Non, je vais dire que ça m'arrangerait dans le sens, comme Xavier dit, 10 mètres d'altitude, c'est ridiculement bas. Maintenant, la limite sera de 120 mètres, ce qui est quand même nettement plus intéressant. Maintenant, pour ce qui est d'un drone fait maison, 250 grammes, ce n'est pas beaucoup. Et justement, depuis 1 ou 2 ans, on voit de plus en plus de drones très légers
Et je pense que les hobbyistes vont être obligés de réduire la taille de leur drone. Maintenant, il existe une catégorie de drones faits maison qui peut aller jusqu'à 25 kilos, mais ça nécessite d'avoir une formation, un examen, un enregistrement, une assurance spécifique. Un changement aussi, c'est qu'à partir de maintenant, à partir du 1er janvier 2021, une assurance sera obligatoire. Pour ce qui est des classes standards, normalement la RC familiale est censée couvrir, mais il faut s'en assurer auprès de son assureur. L'assurance responsabilité civile. Hein, oui, Xavier. Pour le FPV, il y a quand même une conséquence importante, c'est que quand on fait du FPV, on vole finalement à travers des lunettes, hein, et on est obligé dans la réglementation de voler à vue. Or, si on vole à vue, on peut pas voler avec des lunettes. Et donc la conséquence, c'est qu'on est obligé d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui va surveiller le drone. Donc ça va être une obligation concrète qui va impacter les personnes qui pratiquent le FPV. En lisant succinctement le texte, effectivement, j'ai trouvé ça assez étonnant que finalement ils acceptent l'idée, le concept de drone qui ne volerait pas à vue. Parce que ça, avant, c'était totalement exclu, il me semble. Il fallait garder le contrôle complet, visuel en tout cas, sur l'engin qu'on pilotait. Ici, même si c'est pas dans les premiers drones, il faut rentrer, peut-être il va falloir passer une licence ou des choses du genre, mais il y a ce concept est quand même lâché. Là, on peut y aller, on peut imaginer de piloter un drone sur une longue distance, quoi. C'est assez étonnant. Mais nécessitant d'avoir un drone avec une certaine certification, d'avoir passé un examen, de s'être enregistré. Oui, soumis à conditions. Oui. Et d'avoir une assurance. Là, il faut une assurance spécifique pour ça. Oui. Par contre, quelque chose d'intéressant qui était absolument interdit avant, c'était de voler au-delà de 30 minutes avant le coucher du soleil. Oui. Maintenant, il y a la possibilité de voler après le coucher du soleil, moyennant certaines conditions, bon, à voir sur le site de la DGTA. Ouais. Mais il y a, je vais dire, il y a du positif, il y a du négatif. Il va falloir que chacun y trouve un petit peu son compte. Et d'ailleurs, si vous y trouvez votre compte, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et si vous avez trouvé dans le texte des choses qui sont un peu bloquantes et qu'on n'aurait pas relevées, n'hésitez pas à le faire également. Ah. Quelqu'un devant la porte, me semble-t-il. On va voir de qui il s'agit. Mais de qui s'agit-il? Ces Suisses sont fous. je ne t'entends pas, Thierry. Il faut que tu actives. Il faut que tu actives ton micro. Ah ben voilà. Je sais qu'il fallait que j'active mon micro, mais je résiste pas à foutre un petit peu le bordel dans cette émission un peu bien calme. Donc je vous rappelle que dans un jour, voilà, c'est Noël. Donc je viens avec la magie de Noël qui va avec pour revenir un petit peu secouer le cocotier des technos. Voilà, j'ai pas résisté à l'envie de m'inviter en direct à faire le con dans un podcast. Voilà, pour ceux qui l'écoutent, eh bien, il vous faudra aller sur YouTube pour voir les images qui vont avec. J'ai soigné le... Alors, ça vaut la peine. Oui, alors le truc, c'est que moi, je l'ai dans le coin de l'œil depuis à peu près 5 minutes, hein, depuis qu'on a commencé le sujet drone, et je dois tenir mon sérieux avec ce zozo à côté de moi. Très fort de ta part. C'est pas facile tous les jours. Oui. Sur le Twitch, on a Chris qui dit que j'ai mis la chemise de Noël, et toi tu as mis le chapeau de Noël, voilà. Voilà. Je voulais, comme chaque année, sortir mon très beau pull de Noël avec la laine et la chaleur qui va avec, mais je me suis dit, c'est un peu de la revue, donc on va la jouer high-tech. Voilà. Donc, j'ai sorti mon plus beau costume, le costume de Donald Cardwell, si jamais, pour les initiés. Et puis, c'est l'occasion de vous rappeler, regardez, que Noël, c'est dans un jour. Voilà. On va se retrouver l'année prochaine, mon bon Thierry, dans des épisodes. Je ne sais pas si tu es déjà au planning ou pas, mais tu vas certainement aller le compléter de ce pas, hein, comme toujours. Oui, tout à fait. Donc voilà, un tout petit rapidement, hein, parce que sinon on va faire un épisode super long. Je ne sais pas s'il va encore y avoir beaucoup de monde à la porte, donc je préfère prendre un petit peu d'avance. Cette année-ci, pour toi, en quelques mots, technologiquement, on s'entend, hein, ça représente quoi?
On va dire que le maître mot de cette année, c'est le live streaming, c'est le live. Voilà, c'est la grande révélation pour pas mal de mes clients, pour pas mal d'institutions, d'entreprises. Et donc, effectivement, tout le monde. J'ai une phrase, hein, tu l'as déjà entendu, Marc, à plusieurs reprises. C'est ni un IT manager, ni un CEO d'une entreprise, ni un DRH. C'est un virus qui nous a obligés à nous numériser, à nous bouger les fesses pour nous y mettre. Et c'était pas trop tôt. Donc le côté positif, excusez-moi l'humour qui va avec, eh bien le côté positif de ce virus, c'est qu'effectivement ça nous a obligés à nous réveiller et le live streaming est passé par là. Donc je suis pas peu fier de faire partie des technos, mais aussi d'autres podcasts, d'autres émissions dans lesquelles, eh bien effectivement, cette composante vient de plus en plus agrémenter nos nouveaux usages. Voilà, 2020, live streaming. Même si, il faut bien le dire, hein, Thierry, je vais te le dire franchement, on a beaucoup de mal à te prendre au sérieux pour le moment. Avec cet accoutrement, c'est très très compliqué. Xavier n'en peut plus. Non, j'allais dire, c'est très difficile d'écouter quelqu'un parler très sérieusement avec cet accoutrement. Voilà, David est assez stoïque, mais il te connaît moins bien que nous. Donc... Oui, voilà, David, il s'est fait tout de suite une opinion de moi. Xavier, Marc, je vais vous dire un truc, mes clients ne m'engagent pas pour mes fringues, heureusement. Ceci dit, et pour conclure, je vais te rejoindre sur effectivement ce qui a marqué cette année, en tout cas dans nos métiers, c'est le live streaming. Tu sais que le gadget numérique le plus convoité durant cette année, c'était la webcam. Tu vois, ce vieil objet quelque part un peu désuet qui n'a jamais beaucoup évolué chez Apple par exemple. C'est toujours, enfin là maintenant ça commence, mais la webcam du MacBook Pro était franchement dégueulasse. Tout d'un coup on commence à se réveiller et se dire tiens on va peut-être mettre des trucs de qualité là-dessus. D'ailleurs voilà. C'est sur tes conseils que on fait ce zoom avec une vraie webcam, la Brio de Logitech, entreprise suisse qu'il en est. Voilà. Oui, c'est l'occasion de faire la pub pour un Suisse. Ah oui, voilà. Tant qu'à faire, de mettre en avant les bons produits. Et puis, c'est un très bon conseil parce qu'effectivement, comme tu le dis, ce qu'on a sur nos MacBooks, ben, c'est pas top. Bah non, voilà. Ça vaut la peine de soigner ça. Et exactement. Et je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'à force de faire des vidéoconférences, de faire du distanciel, maintenant, il faut dire le mot comme ça, paraît-il, bah oui, effectivement, ça a fait évoluer les choses et qu'on peut bien faire les choses, on peut bien s'éclairer, on peut bien placer la caméra, on peut utiliser un bon micro, et que ça fait partie quelque part, c'est une espèce de politesse numérique, j'ai presque envie de dire, de le faire comme ça, et de faire évoluer le truc. Eh bien mon Thierry, je t'embrasse bien fort, et on va se dire à l'année prochaine du coup. Portez-vous bien, très très belle fête, et puis effectivement, on va dire que 2021, ça sera meilleur, beaucoup. Voilà, c'est certain, pas pour les technos, parce qu'on était déjà top, mais pour tout le reste va venir au niveau, c'est sûr. Merci Thierry, passe de bonnes fêtes, à très bientôt. Salut. Salut. Et on entame, et non, c'est pas un bug, c'est toujours D comme drone. C'est voulu, c'est totalement assumé, D comme drone, Xavier, parce que toi aussi tu as des choses à dire à ce sujet. Tout à fait. Mais avec la pandémie, la logistique a été compliquée pour toutes les sociétés de transport et de livraison qui cherchent donc des solutions. La livraison par drone, c'est une des pistes qui est étudiée. Et le secteur du transport par drone dans l'Union européenne a annoncé fin novembre un premier réseau mondial de ports de drones de fret. C'est un projet avec des aéroports privés et des groupes d'aéroports parmi 35 aéroports répartis dans 11 pays européens. Ce projet est piloté par la société bulgare qui s'appelle Dronamix, qui fait des gros drones de fret qui ressemblent aux drones de l'armée. Donc c'est des avions sans pilote, ça ressemble vraiment à un avion mais sans pilote. Les drones sont appelés Black Swan, ils peuvent transporter 350 kilos, donc c'est quand même déjà une belle masse en aérien. Les 5 premiers aéroports sont en Belgique, en Croatie, en Finlande, en Italie et en Suède, mais le but est d'assurer au final des livraisons vraiment partout en Europe dans la journée. Donc c'est vraiment des livraisons qui vont se faire en moins de 24 heures. Le boss explique qu'ils se limitent à l'Europe car ils ont un rayon d'action de 2500 km, ce qui est quand même déjà assez conséquent, qui permet de couvrir tout le continent en un seul vol, mais aussi parce que l'Union européenne et l'Agence européenne de la sécurité aérienne se sont très bien coordonnés et ils ont réussi à bien réglementer la mobilité aérienne. En tout cas, ils sont leaders dans
cette action-là, même s'il y a encore des choses à faire qui sont encore un frein au niveau de la réglementation à travers les différents pays. Mais donc la réglementation qui variait d'un pays à l'autre était vraiment bloquante, comme l'a dit David d'ailleurs, ça change dès janvier, et ça pourrait très fortement se développer dans les secteurs pharmaceutiques, dans le commerce électronique, bref, tous les transports avec des délais de livraison qui doivent être très courts. Et un des défis principaux pour réussir à faire des livraisons comme ça sur de si grandes distances, c'est évidemment le pilotage de ces appareils. Et c'est un défi qui est possible grâce à la connectivité qui est établie grâce aux réseaux de téléphonie mobile qui sont déjà bien développés. Et donc ça, ce serait pas possible avec du Wi-Fi par exemple ou des choses comme ça, mais grâce aux réseaux de téléphonie et aux accords qu'il y a entre certains pays, ils ont déjà pu faire des tests entre certains pays en utilisant les réseaux de téléphonie mobile, qui sont un réseau qui est un réseau qui est déjà développé et avec des partenariats qui existent déjà entre certains pays. On imagine que la 5G, c'est quelque chose d'important aussi pour ce type d'application dans un avenir proche. On avait déjà évoqué la 5G pour la voiture autonome. On l'évoque également à des plus petites échelles, quoique, quand on dit plus petites échelles, tout est relatif. Mais par exemple, dans le port d'Anvers, en Belgique, la 5G est déjà bien développée à titre privé, entre guillemets, pour certaines applications. Donc on voit qu'il y a un véritable enjeu autour de la 5G, et pas uniquement pour activer un virus. Par exemple, hein, voilà. On peut faire d'autres trucs avec, c'est ça que je veux dire. Parce que ceux qui y croient, il faut les laisser dans leurs croyances. Moi, je suis pas pour. Voilà. Quoi d'autre sinon? C'est tout ou... Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. On sent qu'il y a un enjeu de nouveau. Ça va se bousculer, quoi. Ouais. Et pendant ce temps-là, je vois qu'il y a Stuff qui essaye via Twitch qui aimerait bien pouvoir nous rejoindre, mais qui n'a pas reçu le lien. Donc voilà, je ne sais pas si tu auras l'occasion de lui envoyer. Ben voilà, Stuff, rejoins-nous sur le Slack de Les Technos et tu auras le lien pour nous rejoindre. Il a tous les accès normalement, Stuff. Stuff que l'on n'a plus entendu depuis longtemps. Ça ferait plaisir de le voir, effectivement. S'il arrive à se connecter, ce serait bien. Il n'est pas très technophile, Stuff. Je rigole. On t'attend, Stuff, évidemment. F comme Flight Simulator. On reste encore dans les airs, j'ai envie de dire, puisque David, Flight Simulator, qui est de retour, ça on l'a déjà dit maintes et maintes fois, passe à la réalité virtuelle. Et on sait que tu aimes bien la réalité virtuelle. Oui. Donc voilà, c'est sorti hier, c'est tout récent, ça avait été promis par Microsoft comme cadeau de Noël. Donc maintenant, Flight Simulator supporte tous les casques VR sur PC, ce qui permet d'avoir une vue comme si on était dans le cockpit. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais un gros souci qu'il y a quand on est sur un simulateur comme Flight Simulator, c'est qu'en général, on a le cockpit qui fait la moitié de l'écran et on a une vue qui n'est pas vraiment la vue qu'on aurait en étant dans l'avion. On ne sait pas lever la tête et regarder par la fenêtre comme on le ferait en réalité. Là, maintenant, c'est chose réparée. On peut réellement bouger la tête, regarder par au-dessus du cockpit comme si on était réellement dans l'avion. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce que bon, c'est sorti il y a à peine plus de 24 heures. Est-ce que je me trompe ou il y a une partie qui est gratuite? Non, il n'y a pas de partie gratuite. Okay. Je veux dire, non, Flight Simulator n'est pas gratuit. Ouais. Mais la mise à jour est gratuite. Ça veut dire que toute personne qui a acheté Flight Simulator a le droit à avoir la réalité virtuelle sans devoir payer un supplément. Ce n'est pas un pack supplémentaire. C'est gratuit pour toute personne qui l'a acheté. Maintenant, il y a quand même quelques petits soucis. C'est que question performance, c'est assez lourd parce que bon, étant donné qu'il y a deux yeux, c'est deux images à rendre et le moteur de Flight Simulator étant déjà fort évolué, étant déjà pas super fluide sur les configurations moyennes. Il faut baisser la qualité, il faut baisser les détails. Maintenant, bon, on parle d'un software qui a une durée de vie de 10-15 ans, donc dans 3-4 ans, c'est arrangé, quoi.
Je vois Xavier qui est hilar, je sais pas pourquoi. Il y a tellement de sources d'informations. Pour l'instant, ça part dans tous les sens. C'est parce que j'ai créé un monstre. On a des interventions de Chris, notamment, qui est un copain sur Twitch, qui sont plus ou moins pertinentes, on va dire. D'accord. Ok, bon bah écoute, voilà, hein, on s'amuse comme on peut, j'ai envie de dire. On n'a toujours pas de nouvelles de stuff, par contre, on a perdu dans les méandres de l'internet ou des internets. Ok, bon bah écoute, est-ce que ça va être, enfin, c'est plus gadget qu'autre chose, si je comprends bien, le Flight Simulator en réalité virtuelle, c'est pas nécessairement le truc qui va révolutionner le genre du simulateur de vol, ou je me trompe, David? Je pense quand même que c'est une assez forte révolution. Oui. Ce qu'on avait avant, c'était du multi-écran, donc 3 écrans ou des écrans très larges, mais ça ne donne pas une impression d'immersion, mis à part si on est dans un vrai cockpit d'avion factice, ce qui a un coût de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliers d'euros. Ici, on a la possibilité, avec un casque de réalité virtuelle à quelques centaines d'euros, d'avoir réellement une immersion comme si on était dans le cockpit d'un avion. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très sympathique. Oui. Donc on tourne la tête à droite, là, je voulais intervenir parce que... Oui. Vas-y, Xavier. Je voulais intervenir parce que j'ai un ami dont le père a développé son propre simulateur avec vraiment un tableau de bord fidèle au point que ça pourrait être un simulateur reconnu pour des heures de vol certifiées. Et la compatibilité avec le casque là est inexistante, puisque si on met un casque virtuel, on ne voit forcément plus le tableau de bord réel, et donc l'interaction avec les boutons physiques n'est plus là. Donc il y aura deux profils. Je pense que pour les amateurs passionnés, le casque en réalité virtuelle est vraiment une super solution. Et par contre, pour ceux qui sont vraiment des fans et qui ont investi dans des composants qui font qu'ils ont un toucher, un réalisme physique, là, on pourra jamais avoir un. Est-ce que la solution serait pas avec un casque virtuel? La solution, ce serait pas d'être au milieu du chemin, c'est-à-dire d'avoir de la réalité augmentée, c'est-à-dire avoir des lunettes où on voit son entourage, voilà, le décor, le paysage, les pistes, les machins, etc., et d'avoir en face de soi ce que tu appelles le matériel, les boutons, les curseurs, les voyants, etc. Ça, c'est peut-être une idée à creuser, non? Je donne l'idée comme ça, faites-en ce que vous voulez. Non? Oui, c'est pas évident. Avoir vraiment la mixité, donc tu peux t'entourer d'écrans qui sont plus ou moins... On parlait à un moment de TV 3D avec de la 3D passive, etc. On pourrait arriver à des solutions comme ça dans des budgets, mais je pense que avant d'arriver à avoir la possibilité de déplacer sa vision comme si gauche à droite, et en plus avoir le toucher, l'interaction avec des boutons physiques, à un moment il va falloir faire un choix, je pense. En tout cas, avant, on pourra pas y arriver avant un certain temps, quoi. Ok, bon, à voir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une marge d'évolution possible. Donc, c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'on peut encore être surpris dans les mois, les années qui viennent. C'est plutôt pas mal. On va pas être blasé pour le coup. Voilà. La lettre H comme Happy Birthday, je l'ai dit en introduction, le premier site web. Ah, bah là maintenant il a rajeuni de 5 ans, parce que c'était 30 ans là tantôt, c'est 25 ans maintenant. Quel âge il a, ce premier site web 25 ans. C'est 25 ans quand même, ouais, bah, ça nous rajeunit quand même pas, hein, clairement. 25 ans, 30 ans, bon, je vais vérifier l'info, mais le 20 décembre 1990, le scientifique britannique Sir Tim Berners-Lee a hébergé le premier site web au monde sur son ordinateur. C'est de l'algèbre, hein, c'est 30 ans. Non, mais on est à 30 ans, effectivement, mais j'ai vu, alors je vous assure que j'ai vu sur le site où j'ai repris l'info qu'il annonçait 25 ans, mais effectivement, on est sur du 30 ans. Donc, le scientifique a hébergé le premier site web au monde sur son ordinateur Next. On est sur du 30 ans. Ça taille large. On est sur du 30 ans d'âge. Oui, aussi, c'est un bon millésime. C'est un bon millésime, oui, effectivement. donc c'est le premier site web au monde a été hébergé sur son ordinateur Next au CERN, donc l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il fête aujourd'hui son
30e anniversaire. Alors, contrairement à ce que dit la news que j'ai épinglée, il a inventé le World Wide Web en 1989 pour permettre aux instituts du monde entier de partager des informations. Ensuite, il a lancé le premier site web avec une description de la mise en place d'un serveur et la manière d'accéder à des contenus partagés par d'autres. Donc ça, c'est vraiment son premier site web. C'est un mode d'emploi du web, donc comment faire des liens, comment se connecter, une description des tags HTML. Et donc, c'est vraiment le premier site web qui expliquait au monde comment accéder au web. Ça a donc forcément évolué depuis. C'est un support qui permet depuis lors vraiment un des plus grands moyens de partage d'informations. Et le CERN, qui possède toujours le serveur d'origine, a en 2013 rétabli le site à son adresse d'origine, et on vous met le lien en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous aurez le lien pour accéder à ce site web, et on peut parcourir les liens pour voir une description vraiment de l'outil pour la première fois. C'était sobre, hein. Je veux dire que on n'a pas fait pas de gif animé. Ah oui, en gros, c'est une page qu'on pourrait faire avec un notepad, mais avec des liens en plus, quoi. Je pense que ça a été fait avec un notepad, ça. Ou alors, c'était vraiment totalement overkill toute autre application. Je veux dire, non, mais c'est bien. En même temps, ça a le mérite d'exister, et c'est vrai que ça a ouvert plein de perspectives. Après, à chacun de voir comment on peut faire évoluer le projet, comme toujours. Mais moi, je trouve ça fantastique, d'où ça part et où ça arrive aujourd'hui. Regarde ce qu'on fait là. Voilà. Et Thierry, qui a bien connu le site, nous dit que c'était un site que tout le monde pouvait modifier sans mot de passe. Ça, c'est ce qu'il nous dit sur le Twitch. D'accord, ok. Oui, il était déjà vieux, lui, à l'époque. Je me moque, mais voilà. Donc, 30 ans. Enfin, on va dire ça comme ça. On va lui donner 30 ans à la grosse louche. Il y a plus de 25 ans, en tout cas. On a sonné. Mais qui est-ce donc Bonjour, Steph. Bonjour. Ça fait bien longtemps, Steph. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Steph... Steph, c'est un vieux podcasteur de longue date, hein, le Pomcast, il y a déjà quelques années maintenant, une quinzaine d'années, hein, c'était les débuts du podcast. Et puis tu as rejoint les Technos il y a quelques temps maintenant pour faire quelques hors-séries, me semble-t-il. Hein, on a parlé écologie avec toi beaucoup, on a parlé Apple avec toi beaucoup, donc les pommes, l'écologie, tout ça va de pair évidemment. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien. C'est sympa de me rappeler que Pomcast n'est que la moitié de l'âge du web, du premier site web. Donc, non, en pleine forme, quoi. Donc, il a 12 ans et demi ou 15 ans 15 ans, ouais. Non, parce que Pomcast, ça taille 15 ans, si tu veux. Ça taille 15 ans, ouais. Voilà. Et donc, non, ça me faisait sourire de vous entendre parler surtout Thierry, de la découverte du streaming par les gens depuis Corona. Parce qu'effectivement, moi qui suis très, très, très actif en politique et je suis retourné dans le conseil communal et régional ici depuis le 1er novembre, ça m'a fait sourire de digitaliser tous ces gens-là qui, en gros, découvraient tous Zoom et compagnie. Alors que nous, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, quoi. On est déformés en tant que geek. Pour nous, tout ça, c'est facile, c'est simple, etc. Et puis on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et même pour des gens de plus jeunes que nous, souvent aussi, tout d'un coup, sortir une webcam, faire ce qu'on fait là, discuter, ça prend des dimensions un petit peu hors normes. Ça s'apprend. Ouais, mais d'un autre côté, c'est super jouissif parce que donc je travaille avec des gens qui n'ont pas du tout le même profil que moi. C'est pas des nerds, c'est des gens qui ont une vraie relation avec le papier, qui préfèrent recevoir encore les documents en papier au lieu de les avoir sur iPad. Grâce à Corona, entre guillemets, c'est terrible de le dire, mais c'est vraiment la vérité. Ces gens-là ont un peu oublié ce qui les arrêtait, entre guillemets, et ont essayé, en gros. Et c'était vraiment sympa de voir ta collègue qui va vers la soixantaine avec son casque, son headset et son iPad. Et puis d'un autre côté, on a aussi, autant au niveau politique qu'au niveau des écoles, parce que moi j'ai quelques enfants comme ça, hein, donc quand tu disais que je suis pas technophile, si je suis technophile et technofils. Oui, c'est juste. Famille nombreuse. Et voilà. Et eux aussi, même chose, digitalisation avec l'iPad, homeschooling, machin, ce qui fait que dans quelques mois, a priori, on va avoir à la maison plus d'iPad que de gens.
Et donc c'est intéressant de suivre ça. Parce que vivant, moi, pour étant quelqu'un qui vit avec une prof, je peux te dire que c'est un milieu qui n'est pas forcément facile à digitaliser, quoi. Oui, bien sûr. On voit qu'il y a des écueils et qu'il va falloir faire avancer tout ça, mais l'intention y est. On sent qu'il y a une volonté. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est important aussi. Je le rappelle pour ceux qui... Voilà, c'est ça. Je le rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas bien, tu vis en Allemagne depuis quelques années, hein, maintenant tu es d'origine belge, mais tu vis en Allemagne. Voilà, tu travailles dans le domaine du web, enfin tu es développeur, tu développes des applications iOS, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je suis dev iOS, ouais. Oui, et donc tu t'intéresses à tout ce qui est technologie et tourné vers l'écologie aussi, vers le consommer moins ou en tout cas plus durable. Et donc tu es suréquipé, j'ai envie de presque dire, parce que là aussi il y a une petite déformation, c'est que tu es équipé de panneaux solaires avec des onduleurs, avec du matériel. Enfin, il y a beaucoup de matériel autour de tout ça, ce qui n'est pas nécessairement accessible encore aujourd'hui par tout le monde. Et c'est ça aussi un petit peu le but de ta démarche, c'est d'essayer d'apprendre aux gens à ne pas avoir peur de la technologie et de pouvoir se l'approprier. Et ça, je trouve ça très bien, très bien également. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu peur quand au début de l'émission, tu as dit que le poulet était prêt. Parce que chez moi, il n'est pas prêt, le poulet. Non, mais t'es devenu végétarien, toi, depuis. Végétalien, oui. Je suis végétalien. Moi, je suis vegan depuis... Voilà. Je suis vegan depuis 4 ans ou 5 ans maintenant. Et pas de viande depuis 8 ans, je pense. Mais ouais, pour terminer sur les panneaux solaires, on n'est pas forcément obligé d'avoir la configuration de taré que moi j'ai. Bien sûr. On peut faire ça très très pour 1000 €, on peut déjà avoir des panneaux solaires sur sa terrasse qui génère 2-3 panneaux qui génèrent 1 mégawatt. Bien sûr, ouais. Donc il y a moyen de faire simple. J'ai installé chez ma mère, d'ailleurs dans la région de Charleroi, parce que le reste de ma famille sont pas venus en Allemagne, ils sont restés en Belgique. J'ai installé chez ma mère une toute petite install avec 8 panneaux solaires qui produit à peu près 2 kW pic, et ça marche à merveille. Elle génère beaucoup plus d'électricité qu'elle... D'ailleurs, ça, on parlait des réglementations de drones, mais alors les réglementations au niveau des panneaux solaires et tout ça, ça change d'un pays à l'autre, et c'est la Belgique, c'est une épopée législative. Hein. Ça a toujours été, hein, tu sais bien, c'est pas nouveau. Si ça marche en Belgique, ça, quand on me demande d'expliquer la Belgique, des fois j'ai un peu de mal. Oui, non, mais si quelqu'un a compris ton explication, c'est que tu as mal expliqué, surtout. C'est ça, tu vois, c'est un peu ça l'idée. On va en rester là, Steph. Je vais te souhaiter une bonne fin d'année, une bonne année 2021. Et on espère te voir plus souvent dans les épisodes des technos dans les mois qui viennent. Tu vois, tu nous manques un peu. Je vais essayer de me signaler plus souvent. Voilà. Merci à toi. Et puis bonjour, un grand bonjour à Denis au passage. Ben voilà. Parce que vous avez la boucle est bouclée. Hein. Vous avez à un moment donné eu dans votre équipe le gars qui m'a lancé dans ce bazar. Hein. Voilà. Donc, enfin, tout ça, tout ce monde se recoupe à un moment donné, se retrouve à un moment donné. Passe de bonnes fêtes, la bise à la famille et à très bientôt. Salut. Ciao. Et Steph va comprendre pourquoi ça sent le poulet. On parle de KFC. C'est pour ça que ça va sentir le poulet. Et c'est David qui nous vient avec cette publicité. Cette publicité, non, justement, c'en est pas une. KFC, une console de jeu signée KFC. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Voilà, donc c'est la KF console. Au mois de juin, KFC a posté sur son Twitter une vidéo promotionnelle d'une console de jeu qui ressemblait à un seau de poulet frit KFC, avec un compartiment poulet, pour réchauffer le poulet. Alors cette vidéo a pris une ampleur assez virale, et dans la vidéo, ils annonçaient une sortie le 12 novembre, mais qui a été évidemment repoussée. Mais apparemment, ça a été tellement viral que, en partenariat avec Cooler Master, qui est un fabricant de boîtiers, de solutions de refroidissement pour PC, d'alimentation, etc., ils ont décidé d'en faire une réalité. Ah oui. Donc, ça part d'une blague et ça devient une réalité, en fait. Voilà, donc ils ont mis au point donc en fait c'est basé sur un NUC, donc un mini PC
d'Intel. Qui est mis dans un boîtier avec un design pour ressembler le plus possible à la vidéo virale qui avait été publiée. On n'a pas encore exactement tous les détails, mais ça serait basé sur un processeur Intel génération 9, une carte graphique GeForce RTX, mais ce n'est pas précisé si c'est du 2000 ou du 3000. Et un SSD. Et par contre, ils ont fait d'une réalité le compartiment pour réchauffer le poulet. Donc il y a un petit compartiment et en fait leur slogan c'est gardez votre PC froid et gardez votre poulet chaud. Voilà, c'est ça l'idée. Je sais pas quoi. Enfin, je trouve ça très perturbant parce qu'on connaît évidemment la force de frappe du marketing de ce genre de maison, hein, et voilà, et on tombe un petit peu dans le panneau chaque fois. Je sais pas quoi en penser, très honnêtement, Xavier, sauf moi. Non, mais pour moi, ce sujet n'a rien à faire là. Il devait se retrouver à la fin. Hein. Oui, c'est un peu ça. Oui, effectivement, ce serait un excellent W comme oui mais non. Mais ça, on y reviendra. D'ici quelques instants. Voilà, c'est un petit coup marketing, une fois de plus. Voilà, chacun en pensera ce qu'il veut. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires, évidemment, sur cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be ou via les réseaux sociaux de manière générale. Mais sur YouTube, c'est bien parce que ça titille, vous le savez, un petit peu les algorithmes et ça nous permet d'être plus visibles encore parmi ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies et qui ont de l'humour et qui aiment bien les trucs un peu décontractés, comme c'est le cas avec nous de manière générale. Elle comme Ledger, quand on parle de légèreté, là par contre, vous allez en avoir pour votre argent, dans le sens où, quand même, si vous avez investi dans un Ledger, tout le monde sait ce que c'est un Ledger, je le répète vite, c'est un porte-monnaie de crypto-monnaie, quelque part. Hein. T'en as un d'ailleurs à nous montrer, je pense. Ouais, ça ressemble étrangement à une clé USB, mais c'est un petit peu plus pointu que ça. C'est garanti, enfin en tout cas, on le suppose, au niveau sécurité, etc. C'est des sous quand même qu'on met dedans. Hein, donc, et quand on voit le Bitcoin, comment il fait la grimpette pour l'instant, on imagine que vous avez peut-être une fortune dans votre Ledger. Et là, Ledger a laissé fuiter quelques informations, c'est ça ? Alors, donc c'est effectivement Ledger, c'est un portefeuille matériel pour crypto-monnaie. Alors, les données sont pas stockées dans la clé. Donc, si vous volez la clé, vous saurez pas faire grand-chose puisque il faut combiner ça avec d'autres moyens d'authentification. Mais ce sont pas les données ici qui sont dans le portefeuille qui ont été piratées. C'est en fait une base de données qui contient les informations personnelles de plus de 270 000 clients de Ledger qui a été publiée sur Red Forums. Donc c'est un marché pour l'achat et la vente et le partage d'informations piratées. Donc en gros, il y a un petit malin qui a été piraté la base de données de Ledger, qui a été revendre les adresses mail, les numéros de téléphone, les adresses physiques des acheteurs de matériel Ledger, dont je fais partie. Et le résultat d'un hack dont Ledger a été victime en juin contient également les mails de plus d'1 million de clients de Ledger. Donc en juillet, Ledger avait révélé publiquement et avait constaté, suite à un audit par une société spécialisée, qu'ils avaient 9500 clients touchés, mais que ça pouvait avoir touché un peu plus de monde. Et ici, on a confirmation, hein, ça touche des centaines de milliers de personnes et des millions d'adresses mail. Mais on a eu beaucoup d'attaques de phishing également depuis, puisque comme ces données ont été publiques, forcément ces données ont été exploitées, et un moyen facile de les exploiter, c'est de contacter les personnes en se faisant passer pour Ledger, en leur disant attention, on a une petite mise à jour de sécurité très importante, il faut que vous fassiez telle et telle manipulation avec votre Ledger, et au passage on vous déleste de tout le contenu de votre portefeuille. Donc ils ont beaucoup communiqué là-dessus pour quand même prévenir leurs clients par mail ou par Twitter, ou via Twitter, pardon. Mais donc le phishing, évidemment, c'est compliqué parce que les gens qui sont pas attentifs, ces tentatives recopient extrêmement bien la communication officielle de Ledger, donc il faut être très attentif sur quel site on est renvoyé
quand on suit les indications, et il faut surtout être attentif à ne pas s'authentifier sur un site et ne pas communiquer ses mots de passe même à quelqu'un qui prétendrait être de la société Ledger. Alors ils disent évidemment que c'est regrettable, qu'ils font de la protection des données une priorité, et qu'ils en ont tiré beaucoup de leçons, mais le mal est fait, et si comme moi vous voulez vérifier si vous avez été, si vous faites partie des personnes qui ont été touchées par cette faille, ce qui est mon cas, vous pouvez le vérifier en allant sur un site qui commence à être bien connu, qui s'appelle Have I Been Pwned. C'est pas du tout facile à écrire, donc on vous met le lien également en dessous, et ça vous permettra de voir si votre adresse mail a été piratée, et vous serez surpris d'apprendre qu'elle a peut-être été piratée par le biais de plusieurs sites. Il y a des sites comme Avast, ou des forums, il y a plein de forums qui ont été déjà piratés, et donc voilà, vos données sont parfois publiques, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on partage des informations à ne pas toujours dévoiler tout ce qui est nécessaire. Une pratique que moi j'ai pris par exemple comme habitude, c'est au niveau des adresses mail maintenant, comme j'utilise Google, alors ça c'est discutable, mais comme j'utilise Gmail permet de créer des alias à la volée de ces adresses mail en rajoutant à l'adresse mail un petit plus. Donc moi j'ai mon adresse habituelle, je rajoute un petit plus et puis le nom du site. Et c'est cette adresse-là que j'enregistre. Et concrètement, ça permet que s'il y a un hack de cette adresse, eh bien, c'est cette adresse-là qui va être publique. Alors, évidemment, quelqu'un de malin va pouvoir l'exploiter, mais si c'est des robots, c'est plus difficile. Alors ne cherchez pas sur votre clavier le grand et le petit plus, c'est le même plus. C'est Xavier qui dit un petit plus parce que voilà, c'est un petit plus. Mais c'est le même. Il y en a qu'un en fait. Voilà. Je tenais juste à le préciser. Bon, ben voilà, c'est une bonne pratique effectivement. Ça permet de tracer les problèmes entre guillemets. Et voilà. Mais maintenant, effectivement, il faut être vigilant quand on reçoit un mail. Voilà, il faut bien être très observateur et pas réagir peut-être trop promptement non plus. Attendre un peu, laisser reposer l'affaire. Je propose que... On a sonné. Je vais à la porte. Qui est là? Oh, mais tiens, c'est un Sébastien, un peu endormi, un peu amorti. J'espère qu'il a... tu as activé ton micro? Non, tu n'as pas activé ton micro. Tu dois activer ton micro. S'il n'a pas l'habitude. C'est pour ça. Il est activé. Non, je n'ai pas l'habitude de Zoom. Et voilà. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Écoute, en toute franchise, on est entre nous, c'est pas les meilleurs jours, mais voilà, je voulais quand même passer un coucou à l'équipe. Voilà, passer dire bonjour 2 minutes. Eh ben, écoute, c'est bien vu. Pour toi, l'année 2020, technologiquement ou peut-être professionnellement, je ne sais pas, parce que tu travailles dans les technologies, donc forcément, il doit y avoir un lien. Qu'est-ce qui remonte de cette année de positif? Qui remonte de cette année Alors après presque 20 heures de debout dans les dents, tu me demandes de réfléchir. Bah, ce qui est positif, c'est finalement c'est ça, ces outils. Ouais. Moi, ce que je trouve positif, c'est que sur certains points, il y a des changements de mentalité et on doit plus taper des heures de route ou des meetings parfois qui n'en avaient aucun besoin d'être en réel. Bon, maintenant, du coup, on n'en a plus du tout en réel, ça, c'est pas positif. Mais il y a au moins un changement de mentalité qui fait qu'on pourra peut-être moins faire de kilomètres. Ouais. Il y a aussi voilà. Peut-être moins de meetings inutiles, du coup. On espère en tout cas, parce que au tout début de la pandémie, je me rappelle sur les 3 premiers mois, la première vague, j'entendais des gens dire oh c'est juste insupportable, j'ai passé toute ma journée devant une webcam, mais à ce moment-là on peut se poser la question de savoir à quoi servent ces réunions interminables devant des webcams. Enfin à un moment donné on peut aussi prendre un petit peu, se poser, prendre un peu de distance et dire peut-être qu'il y avait des trucs là-dedans qui n'étaient pas nécessairement utiles au bon fonctionnement de la vie en société, mais quand je dis en société c'est au niveau professionnel, hein, on peut peut-être faire l'impasse de temps en temps sur certaines de ces réunions qui servaient souvent à planifier d'autres réunions par ailleurs. Voilà. Ça servait au côté humain, voilà. Aussi, c'est un peu mon message du jour, du coup, c'est vrai qu'on est dans les fêtes, il y a des humains, il y a vos familles, profitez de vos familles tant qu'ils sont là. Ouais, effectivement. Même si c'est pas évident pour le moment. C'est pas évident tous les jours et l'équipe est là, on te soutient. Seb, force.
et honneur. Merci, j'ai envie de messieurs. dire. Et on essaiera de se retrouver la semaine prochaine, par exemple, avec des piles neuves. Oui, j'espère. Si possible, si possible. Ouais. Merci d'avoir sonné, en tout cas, Sébastien. On va quand même te souhaiter de joyeuses fêtes et au pire, à l'année prochaine. Au pire, à l'année prochaine. Voilà. Ouais. Ciao, ciao. Salut. 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 S comme SolarWind. Alors, on n'en a pas parlé la semaine passée, parce que ça a plus d'une semaine, cette news-là, si je dis pas de bêtises, David. SolarWind qui a été attaqué. C'est passé un peu inaperçu dans la presse traditionnelle, classique, machin, etc., mais ça a fait quand même du bruit. En fait, c'est tout simplement comment dire ça en français, c'est la faille de sécurité, c'est le hack le plus grand au monde. Voilà, c'est ça. Dit en très mauvais français. En très mauvais français. Il est perturbé, David. Tout d'un coup, il est plus sur le même fuseau horaire que nous. Il a 6 heures de plus dans les dents, je tiens juste à le signaler. Il est, si je dis pas de bêtises, chez toi, il est... 3h16. Oui, c'est ça, j'allais dire 27h12. Donc il est un petit peu fatigué aussi, pour d'autres raisons, David. Vas-y, tu peux y aller, tu peux le faire. Cyberattaque, la plus grosse de l'histoire. Voilà, la plus grande cyberattaque de l'histoire, tout simplement. SolarWind, en fait, c'est une société, c'est un éditeur de logiciels de gestion et de supervision de réseaux et d'infrastructures informatiques qui est utilisé par une grande quantité de grosses sociétés, dont notamment le département de la trésorerie aux États-Unis, le département de la défense. Il y a pas mal de sociétés, même du CAC 40 en France. Et récemment, Intel et Nvidia ont aussi avoué avoir été compromis par la faille de sécurité. Alors en fait, SolarWind proposait une plateforme qui s'appelle Orion. On propose toujours pour que ces grosses sociétés gèrent leur infrastructure réseau. Et d'après ce qu'on sait pour l'instant et ce qu'on suppose, parce que tous les détails de la faille ne sont pas encore connus, des pirates auraient pu accéder au répertoire de développement du logiciel Orion chez SolarWind. Pour le compromettre, apparemment, ça aurait été fait via des comptes Office 365 et des emails piégés. Donc, comme on en parlait juste avant, le phishing et des emails bien ciblés à des personnes qui ont des positions clés dans des sociétés. Et ça leur a permis de voler l'identité des développeurs et d'injecter du code malicieux, donc des backdoors, trojans, dans le logiciel Orion, qui a été distribué à tous les clients via les mises à jour automatiques. Ce qui est problématique ici, c'est que c'était du code qui était sécurisé et qui était signé par la société, donc aucun des clients n'avait la moindre idée qu'il se faisait infecter avec ces mises à jour. Et c'est quelque chose qui a été mis en... Enfin, je veux dire, c'est une attaque qui a démarré il y a 6 mois. Et ce qui est un temps infini à l'échelle du cybercrime, parce qu'en général, une attaque de ce style, elle est détectée dans les heures, dans les 24 heures. Oui, c'est assez rapide l'implication en que général. ça a ici, c'est que les personnes qui sont derrière ça ont eu des mois pour voler les données, pour mettre en place des trojans et mettre en place des backdoors pour pouvoir éventuellement reprendre le contrôle ultérieurement dans ces sociétés. Alors, bon, on ne sait pas jusqu'où le mal va, mais c'est quelque chose qui va avoir des implications pendant probablement pas mal de temps. Oui, parce que là, on ne sait pas jusqu'où ils ont fait leur marché, ce qu'ils ont pu installer, ni chez qui, ni pourquoi, ni comment, et ça peut se réactiver dans quelques années, si ça se trouve, on peut en retrouver des traces de ce genre de problème à un moment donné, on ne saura même pas d'où ça vient, quelque part, c'est ça l'idée.
À partir du moment que il y a une porte d'accès qui a été installée via ce software, ça a permis éventuellement d'installer d'autres portes d'accès qui ne sont pas reconnues aujourd'hui. Ce n'est pas impossible qu'il y ait toute une série de portes d'accès qui ont été disséminées un peu partout et qui vont être utilisées petit à petit au fur et à mesure que les précédentes sont trouvées. Alors, les suspects derrière ça sont les Russes en numéro 1, la Chine ou la Corée du Nord. Bon, maintenant, on va dire, étant donné que la cible numéro 1 était le gouvernement américain, ce sont les coupables habituels. Oui, ça après. Hein. J'ai presque envie de dire affaire à suivre, mais ce sera de toute façon, on saura peut-être pas d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment, mais ça viendra de là, quoi, probablement. Xavier, t'avais suivi un peu cette actu ou pas ? Mais j'avoue que ces derniers jours, j'ai été vraiment très très chargé professionnellement. J'avais piscine, j'ai pas pu. Et voilà, j'avais aquaponé. Et donc, j'ai vraiment pas suivi ceci. Et donc, j'apprends plus de détails via cette info-ci. Donc, voilà. C'est honnête de le dire. Merci Xavier. Je propose qu'on passe donc au sujet suivant parce qu'il n'y a personne à la porte. J'ai regardé par la boîte aux lettres. Personne. On salue au passage ceux qui sont encore sur le chat, sur Twitch. Je ne sais pas si tu les suis un petit peu, Xavier. Oui, je suis. Oui. Alors, voilà, on a des réactions de soutien évidemment pour Seb. On a des infos. On se demande pourquoi il s'appelle SolarWind. Et on a DeTuxBug qui nous dit que le Botmaster a l'air bien concentré, sans doute par rapport à la news évidemment de David. Mais donc voilà, ça parle pas mal. Et Thierry est actif aussi. Il accueille les arrivants. Donc voilà. Une grande famille qui s'occupe de toute la... Voilà, si quelqu'un pouvait servir les akouskis maintenant, c'est bien. On est arrivé au... Oui, mais non. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette orthographe ? Le tien est-il plus gros que le mien ? Qu'est-ce que c'est que Alors ça, c'est une news qui nous vient de Seb, hein, évidemment. C'est un oui mais non qui nous est servi par Seb, mais le titre est de moi. Donc c'est un spécialiste des jeux d'argent en ligne royale, en ligne pardon, qui s'appelle Royal Panda et qui explique avoir réalisé une étude approfondie pour connaître le quotient intellectuel. Donc c'est pour savoir si vous avez un quotient intellectuel qui est plus grand que celui d'un autre. Quand on dit d'un autre, c'est d'un autre type de joueurs. Donc on a les différentes plateformes de gaming qui sont Xbox, PlayStation, Nintendo ou PC. Et selon la plateforme sur laquelle vous jouez, eh bien leur étude prétend pouvoir dire clairement si vous êtes plus intelligent qu'un autre. Et donc l'intelligence, ici la conclusion, c'est que l'intelligence est clairement du côté des joueurs sur PC. L'étude est évidemment pas très sérieuse, mais le site explique, je cite, « Si vous avez déjà joué à des jeux en ligne, vous avez vraisemblablement rencontré des joueurs qui manquent vraiment de matière grise, ce qui vous a coûté des objectifs, des points ou une victoire importante. » Alors que de plus en plus de monde joue en solo ou multijoueur, nous avons travaillé avec des psychologues professionnels pour administrer un test de quotient intellectuel entièrement à distance avec 1001 joueurs et utilisateurs de technologie. Et donc, bon, les résultats, c'est que les joueurs PC étaient plus intelligents dans l'ensemble avec un score de 112,3 en moyenne. Et dans le reste du classement, on trouve dans l'ordre des joueurs de PlayStation 4, les joueurs de Xbox, les joueurs de Nintendo Switch et puis les gamers sur smartphone. Eux, ils sont en moyenne sous la barre des 100 de QI, donc ça rend un peu con de jouer à la toilette. Ça, c'est une des conclusions. Les joueurs PC semblent mieux s'exprimer que les autres et être dans l'ensemble meilleurs en maths. Les joueurs de PS4, ils seraient meilleurs en logique et en raisonnement visuel, alors que les joueurs de Xbox ont la médaille de bronze, c'est-à-dire qu'ils ont un mix d'aptitudes un peu plus plat que le reste de la sélection. Ils ont également fait un classement de l'intelligence des joueurs en fonction des jeux, donc le top 5 des jeux pour les joueurs les plus intelligents serait dans l'ordre Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Among Us, Minecraft, Modern Warfare, FIFA et Fall Guys. Et puis, on apprend aussi que les joueuses sont en moyenne plus intelligentes que les joueurs, avec un QI de 108,4 contre 102,3. Voilà. Et puis, il y a le gros troll en fin d'étude, c'est les utilisateurs de smartphones Android sont nettement plus intelligents que les utilisateurs d'iPhone, mais les utilisateurs de Mac dominent clairement les utilisateurs de PC Windows. Donc voilà, choisissez votre camp.
Ça a été fait aux fléchettes, ce truc. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Maintenant, si on joue à plusieurs choses en même temps, si j'ai un PC, si j'ai un Android et si j'ai une PS4, je suis où? Ça dépend de quand. Ça risque de. Ça dépend de. Mon QI change de disque quand je passe sur Android. Ton QI est fluctuant. tu as un QI fluctuant et sinusoïdal en fonction de. Voilà. C'est particulier quand même, hein, comme voilà, c'est la bonne blague de fin d'année, quoi. J'ai presque envie de dire, non? Et il y a Thierry qui nous demande à quand le calcul du QI selon les bières que l'on consomme, et il rappelle qu'en Suisse, c'est le pays dans lequel il y a plus de microbrasseries au mètre carré. Oui, c'est juste, effectivement. Donc il dit qu'il en a un plus gros que nous. Oui, c'est ça, lui, il nous bat sur toute la ligne, tout le temps, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui faisait la remarque, d'ailleurs, dans les commentaires, de savoir quel était l'épisode où Thierry n'avait pas bu de bière pendant l'épisode. J'ai pas de sondage là-dessus, on n'a pas de chiffres. C'est un sujet qui fait réagir, en tout cas. On a Stuff aussi qui nous troll bien, en disant je comprends qu'il faille être plus intelligent sur Android, puisqu'il faut déjà un bac plus 15 pour l'utiliser. Oui, c'est ça. Voilà. Ça va troller. Oui, c'est donc ça. Dans les commentaires sur YouTube, dites-nous plutôt Android, plutôt iOS. Ouh là là, tu ouvres un débat. J'ai pas fini de faire de manager les commentaires. De la modération. La modération va être compliquée une fois de plus, parce que de temps en temps elle est compliquée la modération. Il faut pas se cacher. Quoique on a quand même des auditeurs et des gens qui nous suivent qui sont super sympas. La majorité, je dirais 99%. Là, j'ai des chiffres, à peu près 90% sont top, et ça, c'est bien, et on a de la chance, parce que toutes les chaînes YouTube n'ont pas cette chance, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Je pense pas grand-chose d'autre, parce qu'on arrive au bout de cet épisode un petit peu particulier, il faut bien le reconnaître, hein, ça partait un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, c'est expérimental, et on s'est bien amusé, voilà, avec tout ça, et on va sans doute reproduire la chose dans les semaines, les mois qui viennent, avec vous de l'autre côté, parce que il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous aussi intervenir éventuellement, peut-être pas dans un épisode comme celui-ci, mais dans on va dire un hors-série particulier dans lequel vous pourriez intervenir, venir peut-être avec vos sujets, exposer vos news, faire votre revue de presse, pourquoi pas, ou venir poser simplement des questions et venir challenger nos chroniqueurs. Là aussi, ce sont des possibilités. Dites-nous ce que vous avez envie de faire. Voilà, dites-nous ça en commentaire. lestechno.be, la chaîne YouTube bien entendu, et puis évidemment toutes les plateformes de podcasts. De podcasts, justement, je voulais vous en toucher un mot. J'en ai déjà touché un mot la semaine dernière. On change un petit peu les choses au niveau de nos flux RSS. Vous savez que pour le podcast, c'est important un flux RSS. C'est même ça qui identifie le podcast. S'il n'y a pas de flux RSS, c'est pas un podcast. On en avait quelques-uns, nous. Hein. On avait un peu scindé les hors-séries des épisodes hebdo sur 2 flux spécifiques. On va les abandonner pour ne garder que les flux principaux, c'est-à-dire celui sur lequel vous nous écoutez là peut-être maintenant, avec un logo bleu en audio, mais aussi en vidéo, ça existe aussi en vidéo, et le logo est bleu aussi. Donc si le logo est orange, ou si le logo est vert, changez. Allez voir ailleurs, changez, restez chez les technos, mais allez vous abonner au flux principal des technos, et comme ça on ne vous perd pas en route, et n'ayez crainte, on va pas vous bombarder de sujets dont vous n'avez pas voulu. Par exemple, les hors-séries ne seront existants qu'en vidéo dans l'avenir, sur YouTube et sur le flux de podcasts vidéo, puisque dans nos hors-séries, bien souvent, il y a des choses à montrer, et que ça frustrerait peut-être un petit peu ceux qui ont l'habitude de nous écouter, par exemple, en faisant leur jogging, de ne pas très bien comprendre de quoi il s'agissait quand on parlait de certains concepts. Donc voilà, vous aurez la possibilité de les suivre aussi en vidéo, mais dans le confort de chez vous, sur votre tablette, votre PC, votre télé, pourquoi pas. On va saluer tous ceux qui étaient sur le chat, et ils étaient nombreux cette fois-ci, je sais pas pourquoi, c'est parce que pas mal d'interactions aujourd'hui. Le mercredi, il n'y a rien à la téloche, c'est pour ça. C'est un truc comme ça. On va saluer David. Merci David. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve évidemment l'année prochaine, tout comme Xavier. Il n'y a pas de secret. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Qu'est-ce que je voulais encore rajouter? Écoutez, je vais reprendre ce que nous disait là tout à l'heure Sébastien. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera mercredi également, avec une autre équipe, et je ne sais pas si on fera la même chose, si ça va être aussi sportif la semaine prochaine, mais on va essayer de vous trouver un petit truc rigolo. N'hésitez pas, les commentaires, les pouces vers le haut, vous êtes les bienvenus évidemment. À très bientôt, salut à tous, ciao.